Bonjour à tous. Donc j'espère que maintenant que on est tous, vous avez tous le son et l'image. Donc bienvenue aujourd'hui pour ce quatrième webinaire que nous organisons sur la réforme de la formation. Donc les clés pour booster vos performances. Hop, alors, je clique sur le bouton. Donc je suis Alex Landreau, je suis directeur de produits chez Alcuin. Et de quoi allons-nous parler? Donc, nous allons parler d'abord des entretiens professionnels, de vos nouvelles obligations. Ensuite, nous allons parler du plan de développement des compétences, la nouvelle contribution formation, le recrutement en apprentissage, le CPF et le CTP, et aussi quelques nouveautés pour les organismes de formation. Alors, donc cette loi, donc vous savez que nous avons donc une nouvelle loi qui vise une société des compétences. Donc son objectif est double. Donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière et de renforcer l'investissement des entreprises dans l'adaptation des compétences de leurs salariés et de faciliter l'insertion professionnelle avec plusieurs simplifications réglementaires et le développement du dialogue social et économique. Donc cette réforme est une opportunité pour les entreprises et une aubaine pour les organismes de formation et à plus d'un titre, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer au travers de ce webinaire. Donc on va commencer déjà par les obligations de l'employeur et les nouvelles obligations donc à travers les entretiens professionnels. Donc comme vous le savez, les entretiens professionnels, alors cette loi est applicable depuis le 7 septembre 2018, donc l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans. D'accord? Donc il peut être anticipé à l'initiative du salarié sans attendre un retour de congé maternité ou de longue absence. Donc l'employeur a pour obligation d'évaluer les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, d'informer sur la validation des acquis et de l'expérience, d'informer sur le compte personnel de formation, d'informer sur le conseil en évolution professionnelle. Donc on reverra ces deux éléments qui sont des éléments nouveaux pour lesquels il y a eu beaucoup de changements dans cette réforme un peu plus tard, et de fournir une copie de l'entretien aux salariés. Donc à ce titre, tous les 6 ans, c'est-à-dire normalement tous les 3 entretiens, on doit établir un bilan. Donc le salarié a-t-il eu ses entretiens professionnels? Le salarié a-t-il suivi une action de formation hors formation obligatoire? Donc on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une formation obligatoire et une formation non obligatoire. Le salarié a-t-il obtenu une certification? Le salarié a-t-il obtenu une évolution salariale ou professionnelle? Et pour que l'abondement correctif ne se déclenche pas, c'est-à-dire la pénalité qui est de 3 000 € en abondement du CPF de chaque salarié ne se déclenche pas, il faut qu'au cours des 6 ans, le salarié ait bénéficié d'au moins 3 entretiens professionnels et le salarié ait bénéficié d'une formation non obligatoire. Alors, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas fait de l'entretien professionnel en 2014 et 2015, vous n'aurez pas les 3 entretiens, puisque le premier au bout de 6 ans, on arrive en 2020-2021. Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, la loi prévoit quand même de pouvoir s'en sortir par la négociation. C'est-à-dire que si aucun entretien n'a été fait en 2014 et 2015, donc cela suppose de passer par la négociation et donc un accord collectif. Donc cet accord collectif, ça peut être un accord d'entreprise ou bien un accord de branche. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez négocier avec vos instances représentatives du personnel ou en accord de branche d'avoir que 2 entretiens, c'est-à-dire un entretien tous les 3 ans, ou voire qu'un seul entretien tous les 6 ans. D'accord? Donc ça, c'est la première négociation. Et puis ensuite, en termes d'action de formation, beaucoup de choses rentrent dans le champ de l'action non obligatoire. Par exemple, vous avez accepté un CPF et vous avez accepté que le salarié se forme sur son temps de travail, eh bien, ça peut rentrer en considération. Vous avez abondé au CPF du salarié, ça rentre aussi en considération. Donc, vous voyez, il y a quand même des champs de possibilités. Donc, si vous n'avez pas rempli vos obligations sur les entretiens, vous avez quand même la possibilité, par la négociation, de pouvoir remplir vos obligations. Mais par contre, il faut commencer les négociations dès 2019. Après, vous risquez d'être en retard et là, ça ne risque d'être pas possible. Donc, je vous rappelle, 3 000 € d'abondement correctif sur le compte CPF de chaque salarié qui ne remplirait pas les obligations. Alors, maintenant, une nouvelle nouveauté de la loi, donc le plan de développement des compétences qui vient en évolution du plan de formation. Alors, dans une société de compétences, il est normal qu'on ait des plans de développement des compétences. Alors, qu'est-ce qu'un plan de développement des compétences? Eh bien, je dirais, qu'est-ce qui change par rapport au plan de formation? Alors, ce qui ne change pas, c'est la budgétisation du plan et la consultation des IRP en fin d'année pour valider le budget pour l'année suivante.
Par contre, ce qui va changer, c'est le contenu. Aujourd'hui, ce que dit la loi, c'est, pour résumer, c'est peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de développer des compétences et c'est pas de faire des formations. Donc, la loi ouvre un champ des possibles sur le choix de la bonne action, d'accord, qui n'est pas forcément une action de formation, on le verra plus tard, au regard d'un besoin de développement des compétences. Donc ça veut dire que dans le plan, on va diversifier les actions à mener pour développer les compétences des salariés. Quels sont les objectifs de cette action? En quoi elle contribue à une meilleure professionnalisation? Donc c'est des questions qui vont se poser. On ne forme plus, on développe les compétences. Donc c'est un changement de culture et de périmètre pour les responsables de formation. On y reviendra un peu plus tard. Le moyen est choisi en fonction de la finalité. On ne va pas forcément toujours prendre de l'action de formation présentielle. On va choisir en fonction de l'objectif que l'on veut développer. D'accord? Et on va mieux articuler les temps de formation et les temps de travail afin de faciliter les formations en situation et les formations par des séquences courtes et répétées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'envoyer quelqu'un pendant une semaine se former en salle, on va plutôt essayer d'organiser un parcours mixant différents moyens, différentes modalités pédagogiques, alternant de la formation en situation et des formations en salle et de la formation distancielle pour arriver à développer les compétences que l'on souhaite. Et on mesurera après l'évolution de ces compétences. Alors, le plan de développement des compétences, quelles conditions? Donc là, on va rentrer un peu plus en réglementaire. Donc déjà, les catégories sont supprimées. Donc il n'y aura plus besoin de catégoriser les actions au plan en catégorie 1 et catégorie 2 comme elles existent actuellement. Donc la rémunération des stagiaires est maintenue. Donc ça pourra toujours faire l'objet d'un financement, même si on verra que le champ des possibles sur les financements, là aussi, il a diminué. Le coût de la formation est à la charge de l'employeur. Les frais de restauration et d'hébergement occasionnés par la formation sont remboursés ou pris en charge directement par l'employeur. La formation mise en œuvre a lieu en principe pendant la durée du temps de travail, sauf exception, d'accord, en cas d'accord collectif ou en cas d'accord du salarié, mais dans une limite de 30 heures, donc sur le hors-temps de travail. Alors, comment construire son plan de développement des compétences? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Déjà, quand on va construire son plan de développement des compétences, on va déjà le définir par rapport à des objectifs de développement de compétences. Donc, les objectifs de développement de compétences, on va plutôt les définir en orientation stratégique. Donc, c'est le fameux axe stratégique, orientation stratégique, ou objectif de développement de compétences, enfin, peu importe. On va essayer d'aligner un peu le plan de développement des compétences en fonction des différentes stratégies. D'accord? Et puis, derrière, évidemment, on va y associer les objectifs de financement. C'est comment on va financer ces formations. Donc, ça revient un peu à ce qu'on faisait dans le plan de formation. Même si vous allez voir que le système de financement ayant un peu changé, il va falloir travailler de manière un peu différente. Mais ça reste toujours, au départ, on définit des orientations stratégiques et des objectifs de financement. Ensuite, un plan, il va composer un certain nombre de demandes de compétences, c'est-à-dire que vous allez avoir, lors des entretiens annuels, des entretiens d'évaluation, lors des entretiens professionnels, lors aussi de besoins particuliers qui peuvent remonter du salarié ou de son manager, mais plus généralement par son manager, vous allez avoir un certain nombre de demandes de développement de compétences, qu'on appelait avant demandes de formation. Donc des demandes qui vont arriver, qui seront prévues dans un budget, puisqu'ils ont été recueillis lors de campagnes, où ils vont arriver au fil de l'eau, toute l'année en fonction des différents besoins. Et sauf que ces demandes de développement de compétences ont trouvé comme réponse formative des réponses différentes. Alors bien sûr, on va retrouver ce qu'on appelle les actions de formation, donc les apprentissages formels. Donc l'action de formation, on va le voir juste après, elle a été un peu renouvelée par la réforme, mais une action de formation, vous allez trouver des formations en situation de travail, ce qu'on appelle les AFEST. Vous allez retrouver de la formation présentielle, de la formation ouverte et à distance, des MOOC, du digital learning, de la classe virtuelle, bref, toute action, mais on est au-delà de la formation distancielle. Mais on reste quand même dans de l'action formation structurée, avec un objectif de développement de compétences. On va retrouver des parcours personnalisés qui vont mixer ces différentes modalités qui vont avancer dans un parcours, avec une évolution dans le temps. C'est-à-dire que plutôt de faire 5 jours en présentiel continu, on va plutôt dire, ces 5 jours, on va les faire d'une manière un petit peu plus espacée dans le temps, en mixant les différentes modalités, en faisant de l'accompagnement et de l'évaluation intermédiaire avec du repositionnement et de la réingénierie de formation. Et puis on va retrouver les autres actions prévues
dans le cadre de la formation professionnelle, vous savez qu'il y a 4 types d'actions qui sont reconnues au titre de la formation. Donc, on a les actions de formation, bien sûr, on a les actions d'apprentissage depuis maintenant, depuis la réforme, et puis on a les actions de bilan de compétences et les actions de validation des acquis et de l'expérience. Et ce qu'on va retrouver de nouveau, maintenant, on va retrouver des actions de développement de compétences, qui sont des apprentissages informels. Donc ces actions, c'est de l'information, de l'événementiel, la supervision, le coaching, le tutorat, c'est-à-dire qu'on va inclure dans un parcours de formation des prestations de coaching. Ou alors on va peut-être faire appel pour développer une compétence à un prestataire, un consultant, qui n'est pas organisme de formation, mais qui va contribuer au développement de compétences. Ou alors on va participer par exemple à ce webinaire. Quelque part, ce webinaire, il contribue aussi à acquérir des compétences que vous allez utiliser dans votre métier. Donc voilà, donc c'est un ensemble d'actions qui ne rentrent pas forcément dans le champ de la formation professionnelle, mais qui rentrent dans un objectif de développement de compétences, parce qu'ils vont contribuer à améliorer les compétences du collaborateur. Donc vous allez pouvoir les inclure dans votre plan, d'accord? En différenciant les actions de formation, les actions d'apprentissage formel, donc les autres actions du champ de la formation professionnelle, et puis les actions informelles. Alors, une petite différence aussi par rapport au plan de formation, qui était un plan annuel, c'est-à-dire qu'on faisait le recueil des besoins en septembre, on validait en décembre, et puis on formait l'année suivante. Là maintenant, les formations vont être un peu plus agiles, donc le terme qui est très employé aujourd'hui en entreprise, eh bien, ça veut dire qu'agile, ça veut dire qu'on va fonctionner par itération successive, et que ce plan pourra être revu avec les instances représentatives du personnel plusieurs fois dans l'année, afin de l'améliorer, afin toujours de le faire progresser, de l'adapter au contexte de l'entreprise et aux besoins actuels. Donc, ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui aussi, en plus de la réforme de la formation professionnelle, on a aussi une réforme du dialogue social qui est en cours, et que les deux sont mélangés. Donc, le dialogue qui existait avec vos IRP et les reportings que vous faisiez à vos IRP peuvent être aussi revus, plus être sur du qualitatif que sur du quantitatif. On ne va pas mesurer combien vous avez dépensé en formation, combien d'heures avez-vous suivi, on va plutôt mesurer quelles sont les compétences qui ont été développées, combien de collaborateurs ont obtenu une certification, combien ont progressé dans leur emploi, etc. On va plutôt travailler sur des champs qualitatifs. Alors, ce qui nous amène, je vous ai dit que l'action avait été revue, donc on est passé de 13 à 4 catégories, donc sur l'action de formation. Hein. Donc l'action de formation, aujourd'hui, elle est extrêmement ouverte, puisque la loi dit que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Alors derrière ça, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Mais ce que dit la loi aussi, c'est qu'elle n'oblige plus d'écrire l'action de formation en la déclinant sous la forme d'une fiche programme qui décline les moyens mis en œuvre. Les compétences de l'intervenant, les moyens mis en œuvre. Non, on va plutôt décrire l'action de formation comme quelque chose qui contribue à l'évolution des compétences. C'est-à-dire qu'on va définir les objectifs. Quels sont les objectifs de cette action? Quelles sont les compétences que je dois acquérir à la fin de cette action? D'accord? Donc, quels sont les objectifs? Ensuite, quel est le dispositif pédagogique que je mets en place pour atteindre ces objectifs? D'accord? C'est-à-dire, en gros, le parcours, comment je vais acquérir, je vais faire quel est le séquencement, quelque part? Quelles sont les séquences que je vais mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs? Et à la fin, je vais faire une évaluation. Alors, il y aura toujours l'évaluation de la satisfaction, toujours cette évaluation à chaud que l'on trouvera dans les formations, mais on va trouver aussi une évaluation à froid, et puis une évaluation des compétences. Alors, c'est sûr qu'en fin de formation, on est surtout capable d'évaluer les connaissances, mais on va quand même essayer, quand vous avez des formations qui sont en situation de travail, on peut là évaluer de la compétence. Quand vous avez de la formation distancielle, elle est plus amenée à faire évaluer, puisque généralement, on est dans le cadre de son poste. Par contre, quand on fait de la formation présentielle, oui, on va plus évaluer la connaissance et on va faire une évaluation à froid, dite de transfert en fin de formation, enfin quelques mois après la formation, dans lequel on va voir si les connaissances qu'on a acquises au cours de cette formation sont bien transformées en compétences sur le terrain. Alors, une nouvelle aussi, quelque chose de très important sur l'action de formation, c'est la notion d'action obligatoire et action non obligatoire. Alors ça, c'est très important puisque la réforme est dit, et notamment dans les obligations d'employeur, on doit former sur du non obligatoire. C'est-à-dire vous avez une obligation de former votre collaborateur sur une action non obligatoire.
pendant 6 ans, enfin une fois tous les 6 ans. Une action obligatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation obligatoire dans le cadre de l'activité professionnelle du salarié. Par exemple, un chauffeur de bus, il ne peut pas conduire un bus s'il n'a pas le permis pour conduire son bus. Il ne pourra pas exercer son métier. Par contre, un CACES, ce n'est pas une obligatoire, puisqu'on peut très bien, quelqu'un qui n'a pas le CACES peut obtenir une autorisation de conduite de la part de son employeur, qui a préalablement vérifié ses compétences. En gros, il lui a fait faire un tour sur le parking, il a vérifié que ça marchait, mais en aucun cas, le CACES est une obligation, est un permis, en fait, pour une activité particulière. Donc ça veut dire qu'en fait, en activité obligatoire, on va avoir très peu de choses qui rentrent dans le champ de l'activité obligatoire. On va avoir des permis, on va avoir certaines habilitations comme l'habilitation électrique, on va avoir des autorisations de conduite pour les, par exemple la FIMO pour les transporteurs, pour les transporteurs routiers, mais on va avoir peu de formations qui vont rentrer dans le cadre de ces formations obligatoires. Par contre, dans le cadre de formations non obligatoires, ben, on en a plusieurs. Puisque une formation non obligatoire, c'est une formation d'adaptation au poste, mais pas une formation obligatoire, puisqu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'activité. D'accord? Ce n'est pas un préalable. Donc ça, c'est très important. Donc pratiquement tout est non obligatoire, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Non obligatoire, on a peu de choses. Et donc ça veut dire faut, dans vos obligations de formation, il faudra tenir compte de ces éléments-là également. Alors, maintenant, on a parlé d'objectifs de financement, on a parlé sur le plan de développement de compétences. Donc, comment on finance ce plan de développement de compétences? Alors, aujourd'hui, le circuit de financement a été simplifié, mais ça n'empêche pas qu'il y aura toujours du multiple enveloppe et ça n'empêche pas qu'il faudra toujours faire de la gymnastique financière sur le financement des actions de formation. Donc, on verra tout à l'heure au niveau de comment l'entreprise va payer sa contribution formation. Aujourd'hui, l'entreprise, pour les salariés en poste, elle n'a pas trop le choix. Si c'est du plan de développement de compétences, elle va le financer sur ses fonds propres. Alors après, une partie de ces fonds, notamment pour les grandes entreprises, pourra toujours être versée en versement conventionnel et en versement complémentaire, toujours géré par les OPCO. Donc ça ne va pas changer pour les très grandes entreprises. Par contre, pour les plus petites, évidemment, ça n'a plus, qui n'utilisent pas la mutualisation, on va dire, et qui n'utilisent pas les versements conventionnels et volontaires, ben, ils ne seront pas concernés. Le CPF est un moyen de financement, mais à travers le cofinancement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CPF partagé. Donc on en verra tout à l'heure. Et on verra également la PROA, qui est la reconversion ou la promotion par alternance, c'est-à-dire en fait c'est l'évolution professionnelle de certains collaborateurs pour obtenir un diplôme, un nouveau diplôme au travers d'une formation en alternance, mais cette fois-ci destinée aux salariés et pas aux jeunes recrutés. Donc, et puis le deuxième moyen, bah, c'est de recruter de nouveaux collaborateurs, et notamment aujourd'hui, la voie royale pour le recrutement, on abordera tout à l'heure, c'est évidemment l'alternance. Beaucoup de moyens ont été mis sur l'alternance. Et donc, le recrutement alternance se fait aujourd'hui à travers le financement par coût au contrat, forfait défini par les branches, par l'entreprise. Donc, aujourd'hui, pour financer sa formation, bah, la plupart des plans de financement se fera pour les fonds propres. Après, pour les entreprises de moins de 50, ça se fera toujours par le versement d'une contribution et d'une demande de prise en charge par les OPCA. Mais pour les entreprises de plus de 50, le financement des formations sera sur fonds propres. Alors, la PROA. Donc la PROA, comme je disais, c'est la reconversion ou promotion d'alternance. Donc, certains disent qu'elle remplace la période de professionnalisation. Donc la période de professionnalisation est arrêtée, mais la PROA ne se substitue pas à la période de professionnalisation. Par contre, elle répond à un besoin pour certains salariés qui ont au maximum Bac+2 et qui veulent obtenir un meilleur diplôme, d'accord, et c'est un moyen que l'entreprise a pour former des gens à des niveaux licence, master, sans avoir et pour pouvoir les garder dans l'entreprise. Donc un salarié qui a haut potentiel, qui a un niveau Bac+2,
et ben, l'entreprise pourra l'emmener à un niveau Bac plus 4, Bac plus 5 à travers la Pro A, à travers une formation en alternance. D'accord? Donc ça permet de garder les salariés et de les conserver jusqu'à un très bon niveau et de les former à travers une solution en alternance. Alors, la nouvelle contribution formation. Donc, c'est comment tout ça, qu'est-ce que l'entreprise va payer à partir de 2019-2020? À qui va la verser? Donc, aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2019, les fonds Pôle employeur, il faut savoir qu'en 2019, on va avoir deux contributions. D'accord? Donc, avant le 1er mars 2019, vous allez avoir, les OPCO procéderont à la collecte des deux contributions déjà, formation et taxes d'apprentissage, au titre de la masse salariale de 2018. Et à l'automne, il va y avoir une deuxième campagne de collecte, d'accord, et sera appelée sur la masse salariale, cette fois-ci partielle de 2019, donc celle qui aura à l'automne, et à seul titre de la formation professionnelle. Et en 2020, on ne sait pas trop quand, les OPCO procéderont à la collecte des deux contributions versées au titre de la masse salariale de 2020. Donc après, on va rentrer dans un système, en 2021, on sera sur un système, alors oui, quand on dit collecte, bon, il y aura la collecte de la contribution légale, d'accord, et puis il y aura toujours aussi la contribution des versements volontaires et les versements conventionnels. Donc je vous ai mis quelques valeurs, puisque c'est les chiffres qu'il y avait c'est les chiffres 2017, on n'a pas les chiffres 2018 encore. Et vous voyez que les versements conventionnels et les versements volontaires, c'était quand même une part importante des versements au cas. Alors, et à partir du 1er janvier unique, du 1er janvier 2021, on est une contribution unique pour la formation qui sera collectée par l'URSSAF, au même titre que toutes les cotisations sociales que collecte l'URSSAF, qui reversera à France Compétences. France Compétences qui est un nouvel organisme régulateur, le seul et unique maintenant qui va gérer un peu tous les autres, d'accord, et qui se chargera du reversement des fonds de la formation à l'ensemble des autres acteurs dans le domaine. D'accord? Donc la contribution unique de 1,68% pour les entreprises après par l'URSSAF, donc c'est une contribution qui se fera sur le réel, et non pas une contribution qui se fera sur les valeurs les données de l'année précédente. D'accord? Et après, France Compétences chargera de reverser à la Caisse des dépôts pour le CPF la contribution. Pour les PIC, ce sont le plan d'investissement compétences que met en place le gouvernement, qui est abondable, pour lequel l'État va abonder de 15 milliards d'euros supplémentaires pour la formation des demandeurs d'emploi. L'objectif étant de former les demandeurs d'emploi. Vous savez qu'en France, on forme à peu près un demandeur d'emploi sur 4, voire plus, voire moins, du moins, alors que dans les pays européens, les pays scandinaves ou même en Allemagne, on est à 1 sur 2 en Allemagne, et dans les pays scandinaves, on est à 2 sur 3. Et qu'un demandeur d'emploi formé a combien de chances de plus, je ne me souviens plus du chiffre, mais a beaucoup plus de chances de retrouver un emploi qu'un demandeur d'emploi non formé. Donc là, il y a une très forte volonté de rattraper sur les formations et les compétences de base. Alors, donc le CEP, donc le Conseil des actifs en évolution professionnelle, on le verra tout à l'heure. Donc la commission paritaire régionale, donc ce qu'on appelle le CEPIR pour le CPF transition qui remplace le CIF. Et puis bien sûr les OPCO pour la gestion de l'alternance et la gestion des plans TPE-PME. Alors, donc la cotisation unique, c'est aussi pour vous montrer un peu comment était financé avant la réforme et comment s'étaient financés les CFA avant la réforme et comment aujourd'hui ils seront financés. Vous verrez ça dans le PowerPoint, parce que je vois que le temps passe, donc il faut que j'avance très vite. Donc on a encore quelques des éléments à voir. Donc le recrutement par l'apprentissage. Donc il faut comprendre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'apprentissage c'était la voie réelle pour le recrutement. Alors qu'est-ce que la réforme va apporter aux entreprises? Donc avoir accès à des formations en apprentissage sur des métiers où il n'y a pas d'offre aujourd'hui, puisque la formation va être ouverte, l'apprentissage va être ouvert à tout organisme de formation. Donc ça veut dire qu'un organisme de formation pourra créer, du moment qu'il y a un diplôme RNCP au bout, une formation en apprentissage pour obtenir ce diplôme. Le choix de l'organisme de formation pour dispenser la formation en apprentissage est fait par l'entreprise.
et elle pourra monter des partenariats avec ces organismes de formation pour pouvoir créer un CFA. C'est-à-dire que l'entreprise peut elle-même devenir CFA ou devenir partenaire d'un CFA pour créer une formation d'alternance au regard du diplôme préparé. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un besoin en diplôme particulier pourra monter un CFA avec un organisme de formation. Donc le contrat d'apprentissage est mieux financé que le contrat de professionnalisation puisqu'il est financé au forfait. Et donc ça sera intéressant puisque le contrat de professionnalisation, on va dire qu'il va perdurer pour toutes les formations qui sont certifiantes mais pas diplômantes. Et pour toutes les formations diplômantes, le contrat d'apprentissage sera beaucoup plus intéressant que le contrat de professionnalisation. Alors, très rapidement, le CPF et le CTP, pardon, hop, le CPF, donc le CPF est monétisé depuis, pour être plus attractif depuis le 1er janvier. Donc, en gros, le CPF, c'est 500 € par salarié jusqu'à un plafond de 5 000 €. Et donc, ça, c'est pour les salariés formés, enfin les salariés diplômés. Et pour les salariés non diplômés ou peu qualifiés, il va être de 800 avec un plafond à 8 000 €. Et les heures acquises au 31-12 seront convertis en euros à hauteur de 15 € par heure. D'accord? Donc un salarié en CDI qui a tous ses heures diff converties et toutes ses heures CPF qu'il n'a pas consommées aura sur son compte 3 240 € pour se former. Et il pourra choisir lui-même ce qu'il veut en faire de sa formation. Donc au niveau du CPF, on a aussi arrêté tous les systèmes des listes. Aujourd'hui, il y a une liste unique pour les actions éligibles au CPF. Donc pour les projets non certifiants, les bilans de compétences, la VE, les permis B poids lourds, les actions d'accompagnement pour les créateurs, les formations des bénévoles, des volontaires, services publics, exactement. Pour les projets certifiants, tout ce qui est RNCP, tout ce qui est répertoire spécifique des habilitations et certifications, donc c'est l'ex-inventaire, et tout ce qui est validation de blocs de compétences. Le bloc de compétences étant reconnu par la loi et défini par la loi maintenant. Donc une formation, un titre, un diplôme va se découper en blocs de compétences et ce bloc de compétences en unités de compétences ou module expert. Donc des obligations allégées pour l'employeur. Donc l'employeur a un devoir d'information du CPF durant l'entretien professionnel et l'employeur n'a plus à donner son avis sur le choix des formations du salarié. Donc un salarié peut consommer son CPF comme il l'entend. Pour ça, il aura une application dont on discutera tout à l'heure. Donc en termes d'abondement, l'employeur peut contribuer au CPF du salarié. Donc c'est le choix d'une formation une choix d'une formation partagée, c'est-à-dire qu'une formation, c'est du gagnant-gagnant, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Donc c'est le seul moyen aujourd'hui à peu près pour cofinancer une formation. Donc l'abondement en application, on a un accord collectif ou de groupe ou de branche. Alors vous avez l'abondement sanction dont on a parlé tout à l'heure, si vous ne respectez pas les obligations de l'entretien professionnel. Et puis l'abondement pour les salariés licenciés dans le cadre d'un accord de performance collective. Donc en fait, les abondements collectifs, en fait, c'est ce qui va se passer. Par exemple, vous voulez former vos managers et les mettre à un niveau sur une formation diplômante certifiante, eh bien, vous pouvez très bien faire un CPF partagé pour monter tous vos managers à un niveau de compétence particulier par rapport à une certification visée. Le CPF pour financer la transition professionnelle, donc ça c'est ce qu'on appelle le CTP, donc le congé en transition professionnelle, donc qui est le CTP qui va remplacer donc le CIF. Donc là, c'est un projet de conversion. Donc la demande doit toujours se parvenir à l'employeur en 60 jours pour une formation de moins de 6 mois et 120 jours avant si la formation de plus de 6 mois, parce que c'est un congé. Donc l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour répondre. Si l'absence de réponse ou la réponse hors délai vaut acceptation, le refus, le report doit être motivé. Donc la rémunération sur temps de travail, donc la rémunération minimale entre 100% et 60% du salaire de référence selon le salaire moyen et la durée de la formation. Et donc prise en charge par les CPIR, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui remplacent les FONGECIF, donc les commissions d'examen FONGECIF. Donc ça va, en fait, ça ne change pas beaucoup. Le fonctionnement est quasiment identique à ce qui existait avant avec le FONGECIF. C'est vraiment fait pour financer les reconversions professionnelles sur des formations longues et diplômantes. Donc,
Alors, le CEP, conseiller en évolution professionnelle, donc là maintenant c'est un droit qui est généralisé à l'ensemble des salariés. Donc c'est une mission qui va être assurée par le fonds GESIF en 2019, qui sera ensuite soumis à appel d'offres pour chaque région choisisse son opérateur. Donc il s'agit d'accompagner les salariés sur leur projet de reconversion professionnelle. Donc là, l'employeur aura une obligation pendant l'entretien professionnel d'informer les collaborateurs qu'il existe ce CEP, où est-ce qu'ils pourront le trouver, comment ils peuvent le contacter, et pour que chaque collaborateur puisse prendre rendez-vous dans ces CEP pour que les CEP étudient leur projet et leur indiquent le meilleur parcours, le meilleur chemin d'apprentissage à suivre pour atteindre l'objectif de reconversion souhaité. Et ce n'est pas forcément le CTP qui sera la solution qui sera forcément proposée aux collaborateurs. Donc, enfin, pour terminer, avant de passer aux questions-réponses, les nouveautés pour les organismes de formation. Alors, les organismes de formation, on dit OF ou OPAC, parce que la loi a changé un peu, puisque maintenant, les actions ne sont plus que des actions, ne sont pas uniquement des actions de formation pour atteindre l'objectif de développement de compétences. Aujourd'hui, dans la loi, on fait référence à des OPAC, donc organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Voilà. Donc il y a beaucoup d'OF, enfin, on va garder le terme OF pendant quelques années encore. Il y a beaucoup d'OF qui sont déjà lancés sur ce dossier, et beaucoup d'OF proposent aujourd'hui des cycles de formation qui incluent du coaching, qui incluent de l'accompagnement, de l'évaluation, qui n'étaient pas jusqu'alors reconnus dans le champ de la formation, et ne rentrant pas dans un plan de formation par exemple. Mais aujourd'hui, ça rentre dans un plan de développement des compétences. Donc c'est-à-dire que on a aujourd'hui une capacité pour les OF de développer d'autres types de prestations et d'élargir le champ de prestations aux simples actions de formation. Alors maintenant, pour les OF, il y a 4 nouveaux marchés. Donc il y a le marché, bien sûr, le marché des ETI des grandes entreprises, donc c'est-à-dire là de développer des actions de développement de compétences correspondant aux besoins réels des entreprises. Donc là, le marché est libre puisque le financement est quasiment 100% à la charge de l'entreprise. Donc c'est de la négociation et de l'accord avec ses clients. D'accord? Donc on développe des produits pour un marché ou pour un client particulier. Le marché CPF monétisé avec l'application CPF et le marché grand public. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement est de donner une application aux salariés pour que chaque salarié puisse, en fonction de ses besoins, trouver la formation et l'organisme qui va lui permettre de consommer son CPF. Alors en termes d'application, donc la Caisse des dépôts prévoit pour l'été de développer un portail qui permette aux OF de publier leur offre. Alors, il n'y a pas d'interface avec les systèmes d'information existants, c'est la publication manuelle de l'offre. Alors, peut-être qu'il y aura un système d'import, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'il faudra ressaisir toute l'offre sur leur portail. Bon courage pour les très gros OF. Et puis, ensuite, à peu près, un peu plus tard, le collaborateur pourra consulter. Après, le workflow d'inscription arrivera vers mi-octobre-novembre. Le workflow inscription est annoncé. Par contre, j'ai eu une présentation de ce workflow, c'est un workflow à 12 étapes. S'il arrive en novembre, ce sera bien. Alors, sachant que quand même, il n'y a plus de convention, il n'y a plus rien, il n'y a plus des conditions générales de vente, il y a de la contractualisation. La Caisse des dépôts se charge de faire la facturation et de reverser aux OF. Bref, il y a encore quand même pas mal de questions à lever, mais ça tient la route quand même comme application. Alors ensuite, il y a le marché de l'alternance, qui est un nouveau marché, puisque un organisme de formation continue va pouvoir se déclarer en CFA s'il a une opportunité avec des clients, ses clients entreprises. D'accord? Ou s'il est sur un secteur porteur ou une région ayant des besoins. Et puis, il y a le marché des TPE-PME, où là, l'organisme de formation sera toujours en relation avec l'OPCA, enfin les OPCO, à travers l'intermédiation financière pour financer, pour faire financer leur propre formation par les OPCO pour les entreprises. Donc c'est une nouvelle opportunité pour les organismes de formation qui vont se retrouver sur un secteur marchand
beaucoup plus ouvert que ce qu'il n'était aujourd'hui. Alors, par contre, ça oblige sur certains, autant pour les CPF comme enfin, surtout pour le travail avec les OPCO, parce que Datadog va continuer jusqu'en 2000, en 1er janvier 2021. Donc ça veut dire que si je veux me faire, si je veux être financé par un OPCA, je dois être référencé Datadog, en tout cas jusqu'en 2020, puisqu'en 2021, 1er janvier 2021, il y a une nouvelle certification qui va naître, issue de France Compétences, avec 32 critères COFRAC émis par le COFRAC, qui est un organisme de France Compétences. Et donc, il va y avoir 4 étapes pour arriver à cette certification. Donc, et seuls les organismes candidats au fonds mutualisé doivent être certifiés. Alors, par contre, pour le marché entreprise, alors, en alternance aussi, on devra avoir cette certification-là. Donc, par rapport à mes 4 marchés précédents, il y a quand même 2, voire 3 marchés sur 4 sur lesquels la certification va être obligatoire. Donc, autrement dire que les OF vont quasiment tous être obligés de passer par la certification. Seulement, cette certification va être un peu différente, complètement différente même que Datadog, puisqu'on est sur des critères différents. Donc déjà, il va y avoir une définition des critères de certification. Ensuite, la création d'un référentiel national unique qui va fixer les indicateurs d'appréciation des critères et les modalités d'audit. Ensuite, il va y avoir une accréditation des organismes certificateurs, donc les organismes qui vont venir certifier les OF. Et puis ensuite, au 1er janvier 2021, voilà, vous allez devoir être certifié pour pouvoir prétendre à pouvoir bénéficier de fonds mutualisés ou pour pouvoir faire de l'alternance. Voilà, donc j'ai été beaucoup trop vite, je le sais, mais j'ai essayé de remplir le contrat et j'ai dépassé. Je vais maintenant passer aux questions-réponses. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui ont dû être posées. On en a noté quelques-unes. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Je vais essayer d'en faire un maximum. Alors, qui contrôle les amendements en cas de non-respect des modalités? Alors, en fait, c'est toujours l'inspection du travail, mais par contre, ça se fait à travers, c'est vous qui devez déclarer que vous n'avez pas respecté. En fait, c'est à l'entreprise de déclarer qu'elle n'a pas respecté ses engagements, de façon à ce que vous n'ayez que la pénalité à payer, puisque si vous ne déclarez pas, votre pénalité sera doublée, c'est-à-dire que vous aurez 3 000 € de pénalité, plus 3 000 € à amender sur le CPF. Donc ça fait 6 000 € par salarié. Une entreprise de 10 000 personnes, ça fait 60 millions d'euros. Donc vous comprenez que je pense qu'il va y avoir, les actions vont devoir être menées rapidement. Dans le cadre de la renégociation de la période des périodicités dans les entretiens pro, quelle est la limite en termes de rythme de réalisation du bilan? Alors, le bilan, c'est toujours tous les 6 ans. Ça ne change pas. Par contre, la loi était beaucoup plus assez ouverte et donc la réglementation dit maintenant, vous pouvez négocier le nombre d'entretiens professionnels qui rentrera dans ce bilan. Potentiellement, ça ne peut être qu'un. Alors, ça peut être, donc là aujourd'hui, la loi en prévoit 3, ça peut être 2, mais ça peut être 1. Ça ne sera pas 0 par contre. Les formations mises en développement des compétences doivent toujours faire l'objet d'une lettre d'engagement. Non. Comment valide-t-on les compétences par des actions informelles, sans cadre, etc. Alors, on ne demande pas forcément toujours de valider les compétences, puisque c'est des actions informelles. On dit simplement que cette action-là va contribuer à une action de professionnalisation. Après, en termes de suivi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on n'est plus dans un cadre de suivi administratif comme on pouvait l'avoir aujourd'hui dans le cadre de la formation professionnelle. On est plus dans des nouveaux accords et dans des nouveaux qualitatifs. La certification va beaucoup aider, parce que c'est le meilleur moyen pour voir si j'ai développé mes compétences, c'est de mesurer le nombre de certifications que j'ai obtenues. C'est un moyen très simple. Mais après, derrière, on ne va pas forcément tout tracer. Alors, formation, est-ce qu'une formation interne à l'entreprise compte pour les entretiens professionnels? Oui, si elle rentre dans le cadre d'une action formelle, c'est-à-dire si vous l'avez définie correctement comme une action. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire également. Donc, est-ce que l'entreprise, la formation pourra-t-il rémunérer? Non, il n'y a plus d'allocation formation. Est-ce que l'entreprise qui détermine les compétences acquises, elle définit elle-même ses indicateurs? Alors,
c'est une négociation qu'il faudra faire avec les instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un certain nombre, il y a une dizaine d'indicateurs qualité qui existent sur le développement des compétences, pour la mesure du développement de compétences. Je pense que nous, acteurs et prestataires fournissant des systèmes d'information aux entreprises, nous fournissons dans nos logiciels ces indicateurs de mesure. Donc je suppose que, et on est à l'écoute du marché, il y a différents indicateurs qui existent. On pourra rentrer dans le détail peut-être dans un autre webinaire là-dessus. Pardon. Est-ce que les formations sécurité SST doivent être intégrées dans les formations obligatoires? Non, la formation SST n'est pas une formation obligatoire. Pouvez-vous expliquer en quoi les versements volontaires conventionnels représentent un financement? Dans le sens où aujourd'hui, quand vous faites un versement volontaire ou issu d'un versement conventionnel, quand vous demandez à votre OPCA de vous prendre en charge une formation, vous faites une demande de prise en charge. Donc une formation que vous achetez 1 000 € à un employeur, peut-être que vous allez en prendre 500 € sur votre versement volontaire et 500 € en budget entreprise. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une enveloppe, mais ce n'est pas un financement, c'est une enveloppe. Question sur la ProA, salarié ayant plus d'un Bac+2, plus qu'un Bac+2 qui souhaite faire une formation en dehors de son champ de compétences, peut-il faire une ProA? Alors là, c'est une bonne question, je n'ai pas forcément la réponse. Maintenant, je pense qu'en effet, si ça ne rentre pas dans son évolution, dans son emploi actuel. Ouais, j'ai un doute sur ce sujet, donc je préfère pas m'avancer, on va dire. Peut-on espérer un abondement CPF pour une formation au-dessus d'une licence? Oui, bien sûr. Pouvez-vous préciser le financement au forfait du contrat d'apprentissage? Le financement au forfait, c'est simple, c'est par exemple la branche va décider qu'elle va ce contrat d'apprentissage, c'est 9 000 €. Ça veut dire que chaque CFA recevra. Je ne sais pas si le son est coupé, j'ai eu un petit souci technique sur mon. Donc je continue à répondre. Chaque CFA recevra pour chaque apprenti recruté 9 000 € de financement pour financer la formation du jeune. Et en plus, elle pourra recevoir d'autres financements par la région où la part non. Vous savez que dans la contribution des entreprises, il y a une part qui ne sera pas récupérée pour que l'entreprise soit libre de la verser à qui elle le veut. Oui, donc 9 000 € par exemple, qui sera donc si je recrute 20 apprentis pour cette formation, et j'aurai un financement de 20 fois 9 000 € par exemple. Question éligibilité CPF pour la validation d'un bloc de compétences qui se charge de la validation, l'OF, l'entreprise ou la branche. Alors, la validation, non, c'est la validation, c'est une certification, donc c'est l'entreprise, c'est l'OF qui est responsable de la certification d'un apprenant formé dans son OF. Qui finance le CTP? Alors, le CTP est financé par la contribution annuelle des entreprises collectée par l'URSSAF, reversée à France Compétences qui se charge de financer le CTP. Le coaching devient-il lui aussi non assujetti à la TVA comme une action de formation? Alors, les actions de formation ne sont pas toutes non assujetties à la TVA. Ça dépend de qui l'organise, du lieu de formation et de qui est l'acheteur de la formation. Donc, je pense que ça suivra une même règle. Le CEP est-il accessible aux demandeurs d'emploi? Oui, bien sûr, le CEP est accessible à tout actif. Les demandeurs d'emploi sont considérés comme des actifs. Est-ce qu'un CFA peut valider une partie d'un diplôme RNCP? S'engager à former. Alors, un diplôme en apprentissage, une formation d'apprentissage, forcément délivre un diplôme. Pas un bout de diplôme, un diplôme. Qui valide les blocs de compétences? Alors, c'est la même question que tout à l'heure. Donc, les blocs de compétences, au départ, quand vous allez déposer vos certifications, vos demandes de certification, que ce soit au répertoire spécifique ou au diplôme RNCP,
Donc vous avez déposé vos diplômes. Il faut savoir qu'il y a une procédure simplifiée pour la création d'un nouveau diplôme qui va être aussi qui va être créé. Mais il y a quand même 15 000 diplômes référencés au répertoire NCP aujourd'hui quand même. Donc il y a déjà beaucoup de diplômes qui existent. Mais donc il faut savoir que pour faire de l'apprentissage, vous allez devoir viser un diplôme, et ce diplôme peut être décomposé en blocs de compétences et en unités de compétences. Et ces blocs de compétences peuvent elles-mêmes amener à une certification qui est reconnue au répertoire spécifique. D'accord? Mais par contre, si je ne vise qu'une certification et pas tout le diplôme, d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, ce n'est pas de l'apprentissage, ce sera de la formation professionnelle classique. Voilà, donc 11h45, je pense que j'ai été très 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 vite. Évidemment, je suis passé à côté. J'ai peut-être été un peu vite sur des questions ou répondu d'une manière partielle. Je vous prie de m'en excuser. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez voir ce webinaire en replay. Vous pouvez accéder aussi au support de présentation. Vous pouvez nous contacter, soit par email, soit sur LinkedIn. Vous trouverez les liens dans le document. Télécharger nos différents livres blancs et puis accéder à nos différents webinaires. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je suis désolé de la rapidité, mais l'exercice n'est pas simple. Donc, au revoir, bonne journée.